Ok, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc la thématique d'aujourd'hui, donc sur le choix de la rémunération du dirigeant, donc vers une optimisation fiscale et sociale. L'objectif, c'est déjà de vous faire appréhender donc les grands principes qui permettent de définir les bons choix. Donc, la présentation des grands principes d'arbitrage de la rémunération. Alors, tout d'abord, quelques clés pour identifier rapidement les impacts de la fiscalité et les coûts sociaux sur les revenus. Alors, donc, les régimes fiscaux et sociaux diffèrent en fonction de la forme juridique de la société et de ses options. Donc, on va aborder donc, les différents cas qu'on peut rencontrer au niveau des régimes fiscaux et sociaux, puisque c'est avec ces éléments-là qu'on va pouvoir arbitrer. Alors, tout d'abord, donc on va identifier donc, une première catégorie, qui sont les entreprises individuelles. Alors, les entreprises individuelles n'étant pas des sociétés, bon, je les ai quand même intégrées dans le sens où on a beaucoup d'entreprises individuelles qui se transforment en sociétés et que finalement, au niveau du fonctionnement, on va retrouver les mêmes problématiques fiscales que pour les EIRL sans option IS. Alors, je rappelle que les EIRL, c'est des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. Donc, ce sont en fait des entreprises avec un patrimoine affecté. On a les EURL sans option IS, donc qui sont donc des sociétés unipersonnelles, donc des SARL unipersonnelles, et les SARL de famille, alors qui, elles, sont des SARL donc avec plusieurs associés, mais avec une particularité, c'est le lien familial qui leur permet d'opter à l'IR. Donc, en fait, toutes ces structures vont avoir une imposition fiscale et une imposition sociale qui va s'effectuer sur les mêmes bases, dans le sens où ça va être le bénéfice, quel que soit le niveau de rémunération du dirigeant. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple, imaginons un chiffre d'affaires de 100 000 euros, une rémunération donc, de 40 000 euros et un résultat de 10 000 euros. Comptablement, on enregistre la rémunération de 40 000 euros dans un compte de charge ou dans un compte de l'exploitant. Au final, on aura donc 60 000 euros. Alors, c'est un bel objectif, hein. Évidemment, c'est un cas d'école. Bon, les chiffres ne sont pas probants, mais bon, on aura 60 000 euros donc, de base taxable, fiscale et sociale. Donc, ça comprend à la fois la rémunération et le résultat net restant. Donc, aucun arbitrage n'est possible fiscalement et socialement, dans le sens où cette base fiscale et sociale va être relativement significative, et donc on aura la même imposition. On n'aura pas de choix. Voilà, ça va être limité. Alors, une particularité quand même au niveau de la base sociale, c'est qu'on va rajouter les cotisations facultatives TNS. On verra pourquoi par la suite. Voilà. Ensuite, nous avons donc les SARL et SAS qui sont imposés de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Donc, ces structures fonctionnent normalement à l'IS, mais peuvent opter à l'IR les 5 premières années d'activité. Alors, c'est intéressant dans un cas, c'est intéressant quand il y a des abattements, notamment les ZRR, puisque en fait, ces exonérations ponctuelles, provisoires, alors qui durent quand même, ça dépend si c'est du ZRR, c'est 8 ans, si c'est du ZFU, c'est 5 ans, enfin, une durée relativement longue. Et ça permet donc d'être exonéré d'impôts, alors global totalement pendant une durée et partiellement par la suite. Donc on voit que le fait d'opter à l'IR va avoir un intérêt,
c'est que, par exemple, les 2 premières années d'activité où l'exonération est de 100%, on pourra ressortir donc les bénéfices sans imposition fiscale. Et une fois qu'on les aura sortis effectivement de l'entreprise, ça sera définitivement exonéré. Alors, l'exonération ne porte que sur la partie fiscale et pas la partie sociale. Donc, ça va avoir effectivement des conséquences, puisque bon, il faut quand même s'assurer que la base sociale ne sera pas trop importante. Puis, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. On verra notamment pour les créateurs d'entreprises quand ils sont indemnisés par Pôle emploi. Alors, quand on est à l'IS, en fait, quand on a une fiscalité à l'IS, l'arbitrage est possible à 2 niveaux. Parce qu'effectivement, on va pouvoir soit prélever une rémunération ou on va pouvoir prélever des dividendes. Alors, en matière de dividendes, imposition donc au PFU ou au barème progressif. Donc là, à nouveau, on va avoir 2 options possibles, ce qui sont des options d'imposition fiscale. Donc, le PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique, ou le barème progressif, c'est ce que vous connaissez avec les tranches d'imposition à l'IR. Donc, en fait, vous voyez, on a 2 possibilités donc, de rémunération différentes, rémunération classique ou prélèvement de dividendes. Et dans les dividendes, on va avoir 2 modalités d'imposition qui vont être le PFU ou le barème progressif. Alors, un point aussi à aborder concerne les arbitrages de la rémunération entre le court terme et le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une tendance forcément naturelle à privilégier les revenus immédiatement disponibles. Donc, on va calculer nos revenus disponibles après impôts et prélèvements sociaux. La problématique, c'est qu'en fait, ces bases d'imposition de revenus disponibles vont avoir un impact sur les revenus potentiels en cas d'accident de vie. Alors, c'est tout ce qui est prévoyance. Et puis, tout ce qui est aussi revenus différés, c'est-à-dire notamment les pensions retraite. Or, le choix qu'on fait à un instant T va avoir des conséquences sur le moyen et long terme. Alors, parce que tous les ans, on ne revoit pas finalement notre façon de fonctionner. Donc, si vous voulez, il est important au moment où on se penche sur les problématiques de rémunération, d'identifier effectivement les conséquences que ça va avoir sur le moyen et long terme. Alors, donc, comme on l'a vu, donc, on a plusieurs critères, la rémunération possible. Alors, quand je parle de rémunération possible, quand on réalise un prévisionnel, la première chose que l'on fait, c'est de poser la question aux dirigeants de quel est actuellement vos besoins de rémunération nécessaires par rapport à votre niveau de vie, par rapport à votre budget familial. Donc, ça, c'est déjà un point, je dirais, de limite basse. Et puis après, on va voir les rémunérations qui sont possibles par rapport aux revenus dégagés par l'activité de l'entreprise. Alors, l'activité de l'entreprise permet de dégager des revenus, mais il faut avoir l'idée qu'il faut laisser quand même un bénéfice ou un autofinancement, si vous voulez, nécessaire au développement de l'activité. Voilà, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc, c'est là où on va identifier le niveau de rémunération possible, c'est-à-dire entre les besoins du dirigeant, ses objectifs de rémunération, et puis les possibilités que génère l'activité. Les objectifs du dirigeant en matière de retraite sont à étudier de près, puisque ça va dépendre aussi des choix qu'il a faits, notamment au niveau de sa gestion patrimoniale, puisqu'il a pu effectivement envisager une partie de rémunération de sa retraite sous forme de revenus fonciers. Donc, c'est-à-dire que ça ne sera pas une pension retraite, ça sera d'autres modalités de revenus qui seront utilisées. Et dans ce cas-là, on aura peut-être effectivement des objectifs en termes de pension retraite qui seront plus faibles. Enfin, ça, il va falloir l'identifier. L'appétence au risque, c'est-à-dire que le risque, en fait, on le gère différemment en fonction de l'âge, en fonction de l'approche de la retraite. Généralement, chez les créateurs, l'appétence au risque est plus forte. Effectivement, ils ont un temps relativement long pour pouvoir générer des droits retraite et puis ils sont certainement avec une santé qui est peut-être meilleure.
avec un optimisme plus grand. Voilà, donc en fait, il y a différents critères qui vont rentrer en ligne de compte. L'état de santé, bien sûr, puisqu'on va voir qu'au niveau du choix du régime social, c'est fondamental. Quand on cotise au niveau du régime général, ça n'a pas la même incidence que quand on cotise en tant que travailleur non salarié, où là, on va être obligé de remplir un questionnaire de santé et on sera couvert sur l'ensemble des problématiques qui peuvent arriver ou où on sera couvert que pour une partie, c'est-à-dire que certaines fragilités qu'on a pu avoir préalablement ne seront pas assurées. Alors, donc, on a compris que la retraite se constitue sur le long terme et il faut bien avoir en tête que même si on peut procéder à des rachats de trimestres, ces rachats de trimestres sont limités. C'est important de s'assurer de la constitution de droits à retraite tout au long de sa vie professionnelle. Par ailleurs, en cas d'accident de vie, une indemnisation est nécessaire, donc on va effectivement avoir une problématique de prévoyance qui va être plus significative quand on sera dans le régime travailleur non salarié que quand on sera dans le régime général Sécu. Donc, les premiers arbitrages qu'on va effectuer, ça peut être entre rémunération du travail et rémunération du capital. Alors, les dirigeants de SAS, puisqu'on va reprendre les différentes catégories de dirigeants et leurs modalités d'imposition sociale. Les dirigeants de SAS appartiennent à la catégorie des assimilés salariés. Donc, en fait, ils dépendent du régime général de la sécurité sociale et donc disposent d'un bulletin de paie. Donc, ils ont un fonctionnement qui peut être presque considéré comme un fonctionnement de salarié du point de vue des droits. Bon, il y a quand même une limite, c'est que, par exemple, il n'y a pas de couverture en matière de perte d'emploi. Et puis, le niveau de cotisation est plus élevé, puisque notamment, il n'y a pas les abattements FIV. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, si vous voulez, même avec des niveaux de rémunération faible, c'est-à-dire on n'est pas au niveau, par exemple, du plafond sécurité sociale, qui est de 41 130 euros, 36 euros par an, on va quand même avoir un taux d'imposition sociale qui va être élevé, alors que pour les personnes qui avoisinent le SMIC, on sait que pour un salarié proche du SMIC, on n'aura quasiment pas de cotisation patronale. Voilà. Donc, il y a une différence au niveau du taux de cotisation qui concerne donc, ces mandataires sociaux. Les dividendes, donc, dans le cas d'une SAS, ne sont pas imposés socialement. Alors ça, c'est un point à savoir, puisqu'effectivement, ça fait partie donc, aussi des analyses qu'on a en termes de choix de structure entre la SARL et la SAS. Alors, on a une catégorie un peu à part qui concerne les gérants minoritaires de SARL. Alors, ces gérants minoritaires de SARL, c'est-à-dire ceux qui sont minoritaires ou égalitaires, donc maximum 50% des parts sociales, vont avoir un régime social qui est donc le régime général de la sécurité sociale, donc comme les présidents de SAS, avec effectivement les mêmes modalités de fonctionnement, c'est-à-dire pas de couverture en matière de perte d'emploi et des taux de cotisation, un taux de cotisation sociale qui va être relativement élevé, quel que soit le niveau de rémunération. Donc, je rappelle que quand on parle de gérant minoritaire, on calcule en fait les droits, enfin les parts sociales, les pourcentages de parts sociales en tenant compte de la co-gérance. Donc, si on a 2 co-gérants, on va additionner le pourcentage de parts sociales des 2. Et puis, on va tenir compte aussi des parts sociales qui sont détenues par les membres de la famille, c'est-à-dire le conjoint, le pacsé et les enfants mineurs. Donc, les dividendes sont imposés socialement. Alors là, c'est une particularité par rapport à la SAS. On a vu qu'en fait, au niveau de la SAS, on n'avait pas d'imposition sociale pour des dividendes. Or, pour les SARL, donc là, c'est différent. Ensuite, nous avons les gérants majoritaires de SARL. Alors,
là, je différencie, je fais une parenthèse sur la SARL de famille option IR. En termes de fiscalité, ça ne fonctionne pas pareil. On a vu la SARL de famille précédemment. On a vu que pour la SARL de famille, on raisonnait le résultat fiscal, la base sociale, de manière identique et sur l'ensemble, c'est-à-dire rémunération plus bénéfice. Or là, on va parler des gérants majoritaires de SARL, donc IS, c'est-à-dire qui sont à l'article 62 et qui sont donc TNS, donc travailleurs non salariés, mais qui fiscalement vont dépendre de la catégorie traitement et salaire. Donc en fait, ils vont fiscalement fonctionner finalement comme une rémunération de salariés en termes de catégorie déclarative. Par contre, socialement, c'est différent puisque ce sont des travailleurs non salariés qui ne dépendent pas du régime de la sécurité sociale dans le sens général. Alors, ils sont à l'URSSAF, bien sûr, mais ils seront NS. Les dividendes perçus sont imposés socialement, donc on retrouve la même façon de fonctionner que pour les gérants minoritaires, parce que de toute façon, pour les SARL, d'une manière générale, les dividendes perçus sont imposés socialement. Donc, jusqu'au PAS, donc 41 136 €, on va dire que, là je raisonne de manière générale, la rémunération est à privilégier. Alors, sauf particulier, puisqu'effectivement, on va avoir des cas un peu différents, mais bon, on les verra par la suite. Donc, et je dirais que ce soit un gérant majoritaire ou un travailleur non salarié. Elle est déductible fiscalement pour la société et aux des droits sociaux, notamment retraite, une petite copie, retraite de base. Ça veut dire que au niveau de la retraite de base, on va finalement optimiser on va optimiser les trois. Si on avoisine donc, le plafond de sécurité sociale, de toute façon, on ne pourra pas aller au-dessus. Et en fait, on va finalement avoir la meilleure optimisation sociale possible jusqu'à ce plafond. Alors après, il y aura des options à choisir, mais jusqu'au plafond, il est préférable effectivement de prévoir une rémunération et de prévoir le régime général mandataire social dans ce cadre-là. Alors, on voit un cas particulier, c'est le cas des créateurs d'entreprises. Alors, les créateurs d'entreprises, ils bénéficient de droits auprès de Pôle emploi. Donc, généralement, ils sont rémunérés par Pôle emploi, sauf s'ils choisissent une autre modalité d'indemnisation. Et dans ces cas-là, le statut de président de SAS leur permet de conserver des droits chômage, enfin des droits d'indemnisation finalement en tant que chômeur, et de ne pas verser de cotisations sociales donc sur la SAS. Et si ils optent pour la SARL, ce qui est aussi possible, ils peuvent choisir une forme juridique différente, là par contre, malgré tout, même s'ils n'ont pas de rémunération, ils auront à verser des cotisations sociales. Voilà. Donc en fait, pour le démarrage d'activité, pour le créateur d'entreprise, le choix qui est fait, c'est généralement la SAS, puisqu'effectivement, ça va lui permettre d'être dans une enclave fiscale, d'être à l'IS, c'est-à-dire de considérer qu'à partir du moment où il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de revenus, donc ça n'impacte pas l'indemnisation pour l'emploi, et d'un autre côté, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de régime social au niveau de la SAS, donc il n'y a pas de coût social, donc effectivement, il y a l'indemnisation pour l'emploi qui fonctionne. Et puis, donc, il y a toujours le bénéfice du portage mutuel dans un certain temps pour le chômeur indemnisé, le demandeur d'emploi. Voilà. Donc, en fait, on voit qu'on optimise la situation du demandeur d'emploi par l'utilisation de la SAS. Alors, je vais vous parler maintenant des modalités de calcul de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.
Parce que pour comprendre les arbitrages, il faut aussi comprendre comment ça se calcule et en fait les conséquences sur la fiscalité. Alors, tout d'abord, l'impôt sur le revenu, vous le savez, fonctionne par tranche. Alors, pour effectuer des arbitrages, nous prenons en compte donc, le taux moyen et le taux marginal. Alors, le taux marginal, c'est finalement le taux, quand vous avez 1 euro de plus de rémunération, quelles sont les conséquences, combien ça va vous coûter d'impôt en plus. Voilà. Donc, pour des revenus complémentaires, le taux marginal, la connaissance du taux marginal est essentielle. Parce que si on a un taux marginal de 30%, par exemple, et qu'on augmente son revenu de 1 000 euros, annuel de 1 000 euros, ben, ça veut dire qu'on va avoir 300 euros de fiscalité en plus. Le taux moyen, c'est le taux qu'on va avoir finalement pour la retenue à la source, vous savez, qu'on trouve donc justement sur les bulletins de paie. Et en fait, c'est ce taux moyen qui est utilisé. Donc, le taux moyen, ben, c'est tout simplement l'ensemble le montant total des impôts divisé par le revenu de référence. Donc, ça va vous donner un taux moyen d'imposition, alors qui est inférieur effectivement au taux marginal ou qui est égal au taux marginal dans certains cas. Et puis, on va donc avoir l'impôt sur les sociétés qui, lui, est proportionnel au revenu avec donc 2 tranches. On va avoir le bénéfice donc, qui est imposé à 15%, donc pour le montant qui dépasse pas 38 120. Et au-delà, donc, on va avoir un taux à 25% pour le résultat qui dépasse 38 120 euros. Voilà. Donc, en fait, on voit là aussi les incidences du taux, c'est-à-dire que quelque part, l'optimisation, c'est souvent se dire, bon, je suis à 15% finalement, c'est correct. Au-delà, au taux de 25%, il y a des choses à faire puisqu'effectivement, ça commence à être un peu plus significatif au niveau de la fiscalité. Alors, les bénéfices fiscalisés à l'impôt sur les sociétés ne sont pas directement disponibles. Ça veut dire que je vous ai parlé de l'enclave fiscale. Il faut bien comprendre que l'avantage de l'impôt sur les sociétés, c'est souvent de pouvoir réduire la fiscalité. Mais la conséquence, en fait, ça va être de se retrouver dans un système où on a réduit la fiscalité. Par contre, on ne peut pas percevoir les revenus donc, qui sont dans la structure, sauf à effectivement les fiscaliser à nouveau. Alors, les fiscaliser à nouveau, c'est notamment distribuer des dividendes. Ça veut dire qu'on distribue des dividendes, on va imposer ces dividendes, alors peut-être au PSU, donc à 30%, peut-être au barème progressif, mais on voit qu'à nouveau, fiscalité pour sortir de l'enclave fiscale. Alors, l'enclave fiscale, elle a son intérêt à partir du moment où vous avez besoin d'autofinancement dans l'entreprise. Parce que si vous avez besoin d'autofinancement dans l'entreprise, ça veut dire que vous allez nécessairement laisser vos revenus dans l'entreprise. Et là, c'est totalement inutile de les défiscaliser totalement. En fait, vous allez payer une fiscalité alors que vous n'allez pas bénéficier à titre privé de ces revenus. Donc, dans ces cas-là, le fait de les laisser effectivement avec un taux d'IS, si c'est du 15%, c'est parfaitement adapté puisqu'on n'utilisera pas autrement ces revenus. On ne va pas en bénéficier personnellement. Donc, pour pouvoir distribuer par contre les dividendes, si on veut le faire, donc il y a des conditions à remplir. Tout d'abord, il faut que les capitaux propres soient entièrement libérés. Il faut que la trésorerie soit suffisante, ça va de soi. Il faut que les dividendes perçus, les dividendes perçus soient, comme elles sont, si vous voulez, proportionnelles aux droits sociaux normalement. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on est à 50-50 en associé, ça veut dire qu'on pourra avoir que 50% de l'ensemble des dividendes. Donc, ça veut dire que là, on voit bien le lien entre, quand on parle de rémunération du travail, rémunération du capital, rémunération du travail, on parle de rémunération à proprement dite. Donc, et quand on parle de rémunération du capital, on parle de dividendes, et dividendes, effectivement, proportionnels à la détention du capital social, donc aux parts sociales. Alors, on sait que dans certains cas, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on peut passer outre. C'est le cas, par exemple, du SAS qui donne des possibilités en termes de clauses et en termes de clauses juridiques qu'on peut insérer.
Donc, on va pouvoir effectivement modifier les options à ce niveau-là. Mais bon, après, il faut l'accord effectivement des autres associés, on est d'accord, hein, et ça se fait généralement à la création des statuts. Donc, ça veut dire qu'on va se référer pour savoir comment distribuer les dividendes à ces statuts. La distribution de dividendes est fiscalisée, on l'a vu, puisqu'on a vu qu'il y avait effectivement le PFU, prélèvement forfaitaire unique, et puis on avait aussi donc l'imposition au barème progressif à l'IR. Alors là-bas, oui, une chose sur le barème progressif à l'IR pour les dividendes. En fait, les dividendes vont être perçus bruts donc par le dirigeant. Il bénéficiera d'un abattement de 40%. Et la différence, donc les 60%, sont fiscalisés dans une catégorie revenus de capitaux mobiliers. Voilà. Donc, on retrouve donc qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'imposition des dividendes donc s'effectue soit au barème progressif à l'impôt sur le revenu après abattement de 40%, soit au PFU, donc avec, on voit, un taux d'impôt à 12,8, des prélèvements sociaux à 17,2. Alors, de toute façon, les prélèvements sociaux sont dus. On choisit effectivement le barème progressif à l'IR ou le PFU. Donc, ça veut dire qu'on payera de toute façon les 17,2. Après, vous voyez que le PFU, avec un impôt, donc c'est un taux moyen à 12,8 finalement, ça peut paraître préférable, et c'est préférable dans un certain nombre de cas, effectivement, puisque si votre taux marginal d'imposition est supérieur, on peut se dire que globalement, il y aurait intérêt effectivement à être au PFU. Attention cependant à la base, hein, puisque pour le PFU, on prend la base brute et puis on applique 30%. Pour le barème progressif, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on va prendre on va prendre la base brute, mais on va appliquer un abattement de 40%. Donc en fait, notre base définitive, ça sera 60% des dividendes et sur lequel on va appliquer notre calcul, donc taux marginal d'impôt, et puis on aura de toute façon les prélèvements sociaux à 17. Voilà, donc l'analyse, elle se fait quand même par rapport au taux marginal d'imposition à l'IR, mais aussi un autre élément qui concerne la cession de titres de sociétés, notamment bénéficiant de l'abattement renforcé. Alors, ça, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que quand vous avez d'autres... en fait, il faut faire des simulations pour voir quels sont les autres revenus, notamment de capitaux mobiliers, parce que l'option, finalement, PFU est une option annuelle et globale. Donc, si on fait une option PFU pour les dividendes, ça va s'appliquer aux autres revenus. Or, si on a des cessions de titres et qu'on bénéficie de l'abattement renforcé, c'est-à-dire des titres qu'on cède et qu'on détient depuis un certain nombre d'années et qui remplissent certaines conditions, on peut avoir un abattement renforcé jusqu'à 85%. Voilà. Donc, c'est significatif. Et dans ces cas-là, généralement, le barème progressif à l'IR est préférable. Donc, en fait, on constate une chose, c'est que selon la forme juridique, soit on est en SAS, soit on est en SARL. Donc, si on est en SAS, les dividendes ne seront pas imposés socialement. Si on est en SARL, on aura une imposition sociale des dividendes. Alors, attention, la base, l'imposition sociale des dividendes sera calculée sur le montant auquel on retire, donc 10% du total capital social plus compte courant. C'est-à-dire que si la SARL a un capital social relativement élevé ou des comptes courants relativement élevés, il est possible qu'une partie ou la totalité des dividendes versés qui soient donc imposés finalement, qui soient déclarés sans charge sociale, puisque jusqu'à 10% donc, de son plan capital social plus compte courant, on n'a pas de charge sociale à payer. Donc là, maintenant, on va identifier l'impact des charges sociales donc, en fonction donc, des situations. Alors, préalablement à ça, une petite parenthèse.
Là, il faut toujours l'avoir en tête concernant sa rémunération. On veut acquérir des droits retraite, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas en retraite, on peut effectivement avoir un cumul emploi-retraite et une société à côté. Bon. Il faut acquérir des droits retraite. Et pour acquérir ces droits retraite, il faut cotiser au minimum. Alors ça, c'est pour valider les trimestres. Ce n'est pas pour la base de calcul des droits, mais c'est pour valider les trimestres. Vous savez que la validation des trimestres est essentielle pour pouvoir partir en retraite, et notamment à taux plein. Donc, il faut au moins 150 fois le SMIC horaire, c'est-à-dire 1 585,50 € de revenus trimestriels voilà, à déclarer. Donc, en fait, ce n'est pas énorme, ça fait 6 342 € à l'année. Donc, ça peut paraître effectivement très peu significatif, mais il faut bien avoir en tête que dans certains cas, on a des structures, alors notamment ça concerne les structures à l'IR, où on ne maîtrise pas, puisqu'on ne maîtrise pas le bénéfice. Le bénéfice, il est déterminé chaque année. Et on peut avoir des années déficitaires, et donc là, les trimestres, ils sont définitivement perdus. Voilà. À l'IS, c'est un peu différent, puisque là, on va pouvoir peut-être, même si on est déficitaire, au moins se mettre une rémunération minimum et conserver donc ces trimestres. Alors ça, c'est un point important parce que finalement, dans l'analyse IS-IR, vous voyez, on raisonne beaucoup aux fiscalités, on raisonne très peu par rapport à l'impact social qu'il peut y avoir. Tout au moins sur ces aspects-là, on va le raisonner sur le coût social, mais pas sur ces aspects-là de droit. Alors qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est important, notamment quand on sait qu'on risque d'avoir quelques années un peu difficiles ou qu'on est sur des activités où la rentabilité n'est pas forcément significative. Alors, jusqu'au PASS, les droits retraite de base acquis par le dirigeant salarié sont plus élevés que ceux acquis par le TNS. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Alors, c'est sûr que le coût social est plus élevé aussi, mais bon, les droits notamment en termes de retraite et puis de prévoyance sont différents aussi. Mais on va effectivement, on va avoir un impact. Et l'optimum, je vous ai dit, de toute façon, c'est déjà d'atteindre avant toute décision de rémunération sous forme de dividende, ou je dirais presque, dans mon analyse, ça c'est plus personnel dans mon approche, je pense que le régime général est certainement beaucoup plus adapté qu'on est au niveau du plafond de la sécurité sociale, jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Ça peut se discuter, donc bon, tout ça, c'est des simulations effectuées. Le niveau de retour sur investissement du dirigeant mandataire social assimilé salarié est optimisé lorsque celui-ci cotise jusqu'au PASS. On l'a vu. Alors, au niveau du coût social, je vous ai dit, attention, le coût social est différent. Et les taux, alors quand on parle de taux, justement, là, je vous présente les taux et on se dit, il n'y a pas... Il n'y a pas de doute, finalement, on est sûr de ses choix, puisqu'effectivement, le mandataire social assimilé salarié est à 60% en moyenne de rémunération nette en termes de coût social, alors qu'il s'agit de 33% pour le TNS. Donc, on va se dire, il n'y a pas de doute à avoir, effectivement, le coût est tellement important en termes de différentiel qu'il vaut mieux être TNS. Alors, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, et quand on fait des simulations, on s'en rend compte. Parce que si vous voulez, le coût social, finalement, c'est un coût qui est pris en charge par l'entreprise. Quand on regarde la fiscalité, on constate que le coût fiscal et le coût social, les taux fiscaux et sociaux sont élevés. Et donc, l'impact des charges sur la base fiscalisée et imposée socialement va être importante. C'est-à-dire que si j'augmente mes charges, finalement, je diminue aussi mon imposition globale. Voilà. Donc, en fait, c'est assez... Voilà, c'est pour ça que, comme ça, à présenter que les taux, on a des arguments pour choisir, pour opter pour une ou l'autre des formules, c'est-à-dire mandataire social, régime général, SAS ou TNS, SARL, mais en fait, c'est plus complexe. Donc, là-dessus, justement, c'est important, je pense, de bien identifier qu'on va vite faire des analyses un peu tronquées.
qu'effectivement, on risque de se baser sur un calcul de juste de taux ou sur une approche qui va être purement fiscale ou purement sociale, sans prendre en compte tous les aspects. Donc, c'est là où la préconisation de l'approche globale est importante. Pour le travailleur non salarié, effectivement, qui va avoir une cotisation inférieure, il va avoir aussi des droits inférieurs, et notamment quand on va se situer au-dessus du plafond Sécu. Donc, mais en fait, comme à ce niveau-là, finalement, alors, dès qu'on est au-dessus du plafond Sécu, on ne cotise plus à la retraite, enfin, on cotise un tout petit peu par rapport à la retraite de base, mais ça ne donne pas de droits. Voilà. Donc, en fait, toutes ces cotisations qui vont être versées vont être, on va dire, inutiles pour les droits futurs. Et en fait, la retraite va se constituer principalement à partir de la retraite complémentaire. Donc là, on va pouvoir faire un choix entre le régime général et le TNS, où effectivement, il faudra compléter ces droits retraite par des cotisations, enfin, une retraite privée et par des cotisations facultatives. Alors, il y a une particularité concernant les activités de conseil, par exemple, enfin, c'est-à-dire tout ce qui est profession libérale, et ça va dépendre notamment des caisses d'affiliation. Mais dans certains cas, on va avoir un fonctionnement qui va être proportionnel, qui sera fait par classe. Voilà, donc avec des fluctuations au niveau des taux d'imposition sociaux, mais alors avec des avantages dans certains cas qui peuvent être plus importants, jusqu'à 8 passes. Hein. Donc, cotiser, les cotisations seront, même en tant que TNS, les cotisations seront plus intéressantes. Ouais. Donc, après, les régimes facultatifs, moins nécessaires. Une fois ces options-là faites, on regarde quel est le revenu disponible. Donc, si vous voulez, en fait, l'optimisation à ce niveau-là, ça va être de dire, bon, je regarde le revenu du dirigeant, je regarde donc ce que ça va lui coûter s'il est mandataire social, régime général, ce que ça va lui coûter s'il est travailleur non salarié. Et puis, une fois ça, je vais constater un différentiel de cotisation. Et je vais identifier, donc à ce moment-là, par rapport aux droits nécessaires pour compenser donc, cet écart de coût, c'est un écart de droit. Donc, pour compenser cet écart de droit, les cotisations sur des caisses privées qu'il faudra prendre. Voilà. Et potentiellement, il me restera encore un revenu disponible qui pourra effectivement être utile pour faire des placements sur un PEE, un PER, une assurance vie. Alors, quand on réalise un choix sur la fiscalité, on raisonne tout de suite, je vous ai dit, le taux marginal, c'est un des éléments essentiels, puisqu'on va avoir une idée assez schématique de ce qui va pouvoir s'appliquer en fonction de ce taux. C'est-à-dire que, de manière schématique, on différencie les plus de 30%, les moins de 30%. Voilà. Quand on est à plus de 30% de taux marginal ou à 30% de taux marginal, on a des options fiscales qui sont à peu près claires, et quand on est en dessous, on a d'autres options fiscales. En fait, après, bon, il faut quand même analyser, notamment quand on est en dessous du 30%, de manière plus précise, parce que quelquefois, on pourrait croire que, par exemple, l'option IS n'est pas forcément intéressante, alors qu'en fait, ça l'est pour d'autres raisons. Voilà. Mais l'un des critères, ça va être ce taux marginal. Je vous ai dit aussi, attention à tenir compte de l'autofinancement nécessaire dans la structure. Parce que l'orientation, enfin les choix qui sont faits en termes de rémunération ne doivent pas remettre en cause la viabilité de l'entreprise. Donc, ça veut dire son autofinancement. On l'a vu, hein, c'est inutile d'ailleurs de fiscaliser des revenus à l'IR,
alors que les bénéfices sont à conserver en réserve dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, quand on connaît l'autofinancement nécessaire pour l'entreprise, on va avoir aussi un choix. Enfin, ça va nous donner une orientation des choix qu'on va réaliser en termes de fiscalité. Alors, donc, au niveau des structures imposées à l'IS, donc on a le choix entre rémunération et dividende. Donc, et on l'a vu, au niveau des dividendes, on a deux choix, puisqu'on a le choix entre le PFU, 30%, et le barème progressif. Donc, on a vu que si le taux marginal est supérieur ou égal à 30%, logiquement, le PFU est plus intéressant. Alors, on a pu la faire quand même, hein, je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, mais bon, disons que c'est présenté de manière schématique pour avoir les grandes idées des orientations effectuées. Donc là, on a vu donc deux aspects. Enfin, si vous voulez, il y a l'aspect juridique, le choix juridique de la structure, SAS, SARL. On a vu ensuite aussi le choix donc fiscal, IS, IR. On a raisonné aussi un choix social, puisque c'est un choix entre régime général, donc pour les mandataires sociaux de SAS, ou travailleurs non salariés pour les dirigeants de SARL. Et donc là, vous voyez, à chaque fois, on a des arbitrages à faire. Donc ça, c'est, on va dire, les principes fondamentaux des arbitrages pour les chefs d'entreprise. Et puis, je voulais quand même vous parler d'une chose qui, à mon sens, est intéressante, qui concerne la constitution d'une SCI, parce que dans beaucoup de cas, le dirigeant, finalement, il a besoin de locaux, il loue ses locaux, et l'une des optimisations qu'on peut faire et des plus rentables, c'est l'acquisition des locaux donc, de l'entreprise par une SCI qui sera détenue par le dirigeant et par peut-être des membres de sa famille. Enfin, de toute façon, il faut quand même deux associés dans une SCI, hein, donc ça, c'est un choix effectivement à faire, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un associé minoritaire, mais bon, il faut quand même être deux. Bon. L'avantage de la constitution d'une SCI est de pouvoir acquérir le bien qui est loué à l'entreprise et de se constituer donc un patrimoine privé. Donc, quand on loue à un tiers les locaux de l'entreprise, bah, effectivement, c'est son retour sur investissement, et l'acquisition du bien, et bah, c'est la constitution d'un patrimoine avec une optimisation fiscale et sociale. Alors, pourquoi optimisation fiscale et sociale? Bah, tout simplement parce que si j'acquiers les locaux de l'entreprise par le biais d'une SCI, je vais faire financer ma SCI par un emprunt, probablement. Pour pouvoir rembourser l'emprunt, je vais utiliser les revenus de la location. Bon, les revenus de la location, ce sont des charges pour la structure d'exploitation. Et c'est des charges qu'elle avait déjà préalablement. Donc, pour elle, ça ne change rien. Donc, ces revenus vont permettre de rembourser l'emprunt. Je vais donc pouvoir constituer mon patrimoine et au bout d'un certain nombre d'années, j'aurai acquis un patrimoine qui, pour ma retraite future, pourra être loué à des tiers lorsque j'aurai arrêté mon activité d'exploitation. Ailleurs, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on dissocie effectivement, là, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, hein, maintenant on ne fait plus d'investissement directement dans la structure d'exploitation, parce qu'effectivement, on limite le risque en cas de difficulté de la structure d'exploitation. Et puis, dans un deuxième temps, on peut envisager une cession de la structure d'exploitation tout en conservant le patrimoine obtenu. On peut aussi décider de céder la SCI, pourquoi pas, mais si vous voulez, on valorisera mieux notre cession de patrimoine en deux temps qu'en un seul temps. C'est-à-dire que si vous cédez à un tiers, donc à la fois votre exploitation, votre activité d'exploitation et votre patrimoine, vous risquez, enfin l'immeuble ou le local, vous risquez d'être obligé de demander finalement de moins valoriser, hein, d'avoir une cession de fonds qui sera moins valorisée que de céder en deux parties. Voilà.
simplement parce qu'il faudra faire avec les possibilités du repreneur. Alors, la problématique, ensuite, on va la voir au niveau de la SCI, puisque au niveau de la SCI, il va falloir savoir est-ce qu'on va être sur une SCI imposée à l'IR ou une SCI imposée à l'impôt sur les sociétés. Alors, pour comprendre en fait le choix, à la base, tout au début, on avait surtout des SCI à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire pour vous, c'est en fait la SCI revenu foncier. C'est-à-dire que je déclare mes loyers, je déclare donc, je vais déclarer mes intérêts d'emprunt, je vais déclarer quelques petits travaux, je vais pouvoir déclarer ma taxe foncière, mais globalement, je vais être réduit en termes de charges déductibles. Voilà. Donc, ça veut dire que même si je rembourse un emprunt, je vais devoir déclarer un revenu foncier qui va être déclaré sur ma déclaration de revenus et donc être fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Donc, ça veut dire que je peux être dans la situation suivante. J'ai emprunté, donc il faut que je rembourse mon emprunt. Donc, les revenus de la SCI servent à rembourser mon emprunt. Mais concomitamment, je déclare des revenus fonciers. Je n'ai pas de rentrée pour compenser les revenus fonciers déclarés. Donc, du coup, je vais avoir une fiscalité qui va être pesante à titre privé. Alors, pour éviter ce schéma-là qui est problématique, la solution, c'est effectivement de partir sur l'IS. Pourquoi l'IS? Tout simplement parce qu'au niveau de l'IS, on va avoir un taux marginal, on va avoir une imposition, donc déjà dans l'enclave, on va avoir une enclave fiscale, on va avoir une imposition à l'IS avec des taux qui peuvent être peut-être plus réduits, mais c'est surtout qu'on va avoir une base fiscale complètement différente. On peut espérer à l'IS ne pas être imposé tout simplement parce qu'on va pouvoir amortir le bien. Donc, ça veut dire que votre immeuble, votre local, vous allez l'amortir. Donc, vous allez constituer des charges au niveau de la base taxable à l'IS qui va vous permettre de peut-être d'être très peu fiscalisé ou d'être fiscalisé, mais de manière très limitée. Donc, les conséquences de tout ça, c'est que pendant toute la période finalement de remboursement d'emprunt, on n'aura pas de difficulté au niveau du déclaratif fiscal. Par contre, on peut avoir des conséquences par la suite, puisque on va avoir peut-être une cession ultérieure du bien, donc ça c'est à long terme, et là, sur les plus-values, les conséquences ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que à partir du moment où vous êtes à l'IS, vous avez amorti le bien. Donc, ça veut dire que la valeur nette comptable du bien diminue chaque année. Au bout de 30 ans, on peut considérer que le bien a été totalement amorti. Donc, valeur nette comptable, 0. Or, si vous revendez votre bien, par exemple, votre local, 200 000 €, vous vous retrouvez avec donc, une plus-value de 200 000 €. Et donc, une fiscalité sur cette plus-value qui est à l'IS, donc à un taux de 25%. Alors que si vous êtes à l'IR, à l'impôt sur le revenu, au-delà de 30 ans, donc, vous avez bénéficié des abattements sur l'ensemble, donc sur la fiscalité, sur les prélèvements sociaux. Donc vous êtes finalement, grâce à ces abattements, plus fiscalisable. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir des conséquences sur le calcul des plus-values et sur l'imposition donc de ces plus-values. Ce n'est pas anodin. Alors, cependant, il faut savoir que quand on fait des simulations avec quelqu'un qui a un taux marginal de 30% d'impôt à l'IR, et qu'on regarde donc le fait de choisir de payer de la fiscalité immédiatement ou d'attendre avec un potentiel effectivement futur d'imposition à la plus-value, et qu'on réactualise donc finalement toute cette fiscalité à date d'aujourd'hui pour pouvoir comparer les choses, on constate quand même qu'il est préférable de défiscaliser donc les revenus actuels, d'éviter l'imposition fiscale de la SCI, si vous voulez, et de payer par la suite de la plus-value, plutôt que l'inverse. Bon, cette actualisation, effectivement, ça peut se discuter aussi puisqu'on ne sait pas exactement la valeur de revente, mais bon, disons que
à partir d'un taux marginal de 30%, il faut vraiment se poser la question. Voilà, alors quand on est sur des périodes plus courtes, de durée de détention, il faut savoir que les abattements à l'IR vont être réduits puisque ça va commencer à s'appliquer au-delà de 5 ans, les premiers abattements. Donc après, ça va dépendre de la durée. Voilà. En matière de plus-value, la fiscalité donc, à l'IR, on l'a vu, est plus intéressante. C'est le point à retenir sur ces aspects. En conclusion, donc, j'aurai plusieurs points à aborder. Alors, le premier, c'est la prudence. Certaines options fiscales sont irrévocables. Donc, ça signifie que au niveau des options fiscales, on va y aller doucement. C'est-à-dire que quelquefois, on veut réaliser une option, par exemple, une SCI, on voudrait bien faire une option à l'IS, mais on va attendre, on va se dire, on va déjà voir comment ça fonctionne, et puis si on voit à l'IS, on optera par la suite. Voilà. Donc, en fait, il faut se dire aussi que dans certains cas, les choix ne sont pas faits immédiatement parce qu'on attend de voir effectivement comment les modèles économiques se mettent en place. Ensuite, on a les choix du court terme qui impactent le long terme. Donc, attention aussi à être vigilant sur ces aspects-là. On l'a vu, ça a des conséquences significatives. Et des dirigeants qui, il y a 30 ans, disaient « moi, la retraite, c'est loin, de toute façon, je la ferai autrement, c'est pas important de ne pas cotiser ». Aujourd'hui, je les vois avec un autre discours qui me disent bon, je vais prendre ma retraite et je n'ai pas suffisamment cotisé, comment je fais? Voilà. Donc, en fait, attention, le temps passe vite, en fait, quelque part, par rapport à ces éléments-là, et il faut être attentif à ne pas perdre ses droits à retraite. Anticipation. Donc, il faut réaliser des prévisions, des simulations, parce qu'en fait, c'est ça qui permet, vous voyez, les choses sont complexes. J'ai essayé de les simplifier au maximum, mais en vous donnant quand même une grille de lecture. Et vous voyez, alors, en fait, les éléments fonctionnent en sens inverse. Donc, ce n'est pas si simple que ça de savoir ce qui va véritablement l'impact réel, le coût réel de certaines décisions. Donc, en fait, il faut vraiment réaliser ces simulations et c'est avec ces simulations qu'on va pouvoir s'assurer du bon fonctionnement des choix. Il faut raisonner par une approche globale, qui doit être fiscale et sociale, mais aussi patrimoniale. C'est essentiel. Voilà. Quand on raisonne avec une optimisation fiscale, ça peut être la meilleure option, effectivement. Mais attention, si socialement, ça coûte cher, on n'aura rien gagné. Inversement, voilà. Donc, en fait, tout est à aborder déjà, on va dire, globalement, avant de se centrer sur des calculs de coûts plus précis. La révision. Il faut savoir que quand on a une évolution de la situation matrimoniale ou patrimoniale, ça a certainement des conséquences sur les autres choix. Donc, attention aussi à ça. De temps en temps, il faut refaire le point. Alors, ce n'est pas tous les ans, évidemment, mais on change on se marie, on a des enfants, on divorce, etc. Enfin, ce n'est pas forcément dans ce sens-là de faire, mais disons qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un changement de vie, une évolution dans sa vie, il va falloir se reposer la question des choix qui ont été faits au démarrage, puisque les modalités de calcul sont à revoir. Alors, pourquoi? Et aussi pour une autre raison, c'est qu'il n'y a pas que les aspects personnels, il y a aussi des aspects législatifs. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on vous donne des informations, c'est un instant T par rapport à la réglementation fiscale, au taux de cotisation sociale, aux formes juridiques, mais effectivement, les choses évoluent aussi dans ce cadre-là. La diversification de ces revenus, à mon sens, est aussi une des meilleures optimisations. Nous sommes dans un environnement qui est, on va dire, forcément toujours très stable. Donc, en fait, il peut y avoir des à-coups, il peut y avoir des moments où il y a des placements qui vont être beaucoup moins intéressants qu'on avait envisagé au démarrage. Donc, diversifier finalement ces modes de revenus, c'est important.
Je pense que, enfin, il y a des grilles de modalités de calcul. Par exemple, il faut savoir que dans ces choix patrimoniaux, on doit garder un minimum de liquidité qui doit correspondre globalement à quatre fois son budget mensuel, ses besoins mensuels de revenus. Et puis le reste, il faut le placer. Alors ça peut être effectivement l'immobilier, ça peut être des placements en action, en part sociale. Enfin voilà, il y a différentes modalités de placement. Donc il va falloir bien comprendre que l'immobilier est certainement un placement aujourd'hui qui est très intéressant parce que on constate surtout des plus-values. Hein. Quelque part, ça prend de la valeur régulièrement. Par contre, attention, puisque on manque de liquidité. Voilà. Donc, il va falloir faire un aménagement de tous ces éléments-là. Pensez aussi aux possibilités donc, de défiscalisation au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire aux PEE, aux abondements possibles qui peuvent être mis en place. Alors, ça, c'est aussi un élément qui est intéressant, puisqu'effectivement, on va pouvoir défiscaliser et puis limiter aussi les coûts sociaux. Et ça sera intéressant pour l'entreprise et pour les dirigeants, et puis pour les salariés aussi, si vous avez des salariés. Alors, une dernière chose, c'est justement cette problématique par rapport aux abondements sur des PE qu'on peut rencontrer. C'est souvent quand on met en place donc ces outils, on se rend compte que c'est difficile à gérer. Effectivement, quand on a une entreprise avec un certain nombre de salariés, il va falloir octroyer les mêmes droits à tous les salariés. Et donc, ça peut avoir un coût difficile à estimer et une mise en place délicate. Alors, on peut procéder avec une externalisation finalement ou une exfiltration finalement du dirigeant. Hein. On va le sortir finalement de la structure par la création d'une holding et finalement il sera rémunéré donc, dans cette holding, ce qui permettra, bon après il faut aménager tout ça, mais avec peut-être donc moins de salariés donc, sur cette holding et donc la possibilité de mettre en place des modalités de rémunération plus avantageuses. Voilà. Alors ça c'est un peu plus compliqué. Attention au holding. Enfin, il y a toute une réglementation à respecter, notamment par rapport à la fiscalité, parce que la rémunération du dirigeant de la holding et sa rémunération dans la filiale, c'est pas la même chose. Hein. Les critères de rémunération sont pas les mêmes, mais c'est aussi une solution à envisager dans certains cas. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors, je peux répondre aux questions s'il y a des questions. Donc, il y a une question, mais c'était tout à l'heure, qui était donc, alors je sais pas, donc la rémunération en tant que mandataire ne doit pas dépasser 41 000 € et se verser des dividendes. Bon, je pense qu'on n'est plus sur le sujet maintenant. Et puis, on nous demande si on pourra transmettre les slides. Christelle. Est-ce qu'on va transmettre les slides? Oui, est-ce que vous êtes d'accord oui. pour les transmettre? Bon, oui, il n'y a pas de souci. Oui, oui. On transmettra les slides, on va transmettre vos coordonnées aux participants. Comme ça, si vous avez des questions directes, ils pourront vous les adresser par mail directement. Et puis, ils auront vos coordonnées aussi s'ils veulent vous contacter. Oui. La question, je n'ai pas compris la question sur le… Oui, c'était il y a 20 minutes, c'est pour ça. Donc c'est il y a 12 minutes. Donc, alors, attendez, je vais peut-être essayer de reprendre sur le… Je pense que vous pourrez répondre. Alors, ce qui est marqué, attendez, je regarde. Voilà, et on nous dit au revoir. J'ai pas… Bon, les gens, alors, c'est parce que la question, en fait, parce que si vous voulez, sur les dividendes, en fait, ce que je donne comme élément, c'est des critères une grille de lecture, mais ça a affiné. Hein. C'est de dire que jusqu'au plafond Sécu, on cotise à son régime de base. Voilà. Et qu'on va optimiser son régime de base
partir du moment où alors quand on peut évidemment, hein, quand on choisit de plutôt privilégier la rémunération aux dividendes. Voilà. Si au-delà des 41 136 €, on peut choisir les dividendes. En dessous, ça va s'appliquer par exemple à quelqu'un qui fait du cumul retraite et puis en même temps activité qui va gérer une structure à part. Bon, là, pourquoi pas, puisque de toute façon, il n'a pas besoin d'acquérir des droits, une retraite de base. Mais il faut pas oublier que la cotisation à la retraite de base, elle est essentielle pour l'avenir. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais mettre en avant. Hein. Okay. Voilà. Après, on peut effectivement identifier, si on est sur le revenu disponible, prioriser le revenu disponible et faire d'autres choix. Voilà. Mais je voulais essayer de remettre dans un contexte global et éviter justement de privilégier toujours le court terme par rapport au long terme. On a une autre question. Concrètement, quel est le ratio de différence de couverture retraite entre TNS et dirigeants salariés? Ça va dépendre le problème, là, pour vous répondre, c'est compliqué parce que ça dépend du niveau de… Le problème, c'est que ça dépend du niveau de retraite. Donc là, c'est plus difficile à vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça va être… s'il n'y a pas de complément, ça va être un vrai problème. Voilà. Alors moi, j'avais fait des simulations sur différents niveaux, mais si vous voulez, comme les niveaux sont très variables, c'est compliqué de… Ce que je peux faire à la limite, c'est annexer des exemples au diaporama pour donner une grille de lecture par rapport à des chiffres. Voilà. C'est-à-dire si on est sur tel niveau de rémunération, tel niveau de rémunération, comment ça se passe. Voilà. Okay. Mais, voilà. Après, parce que répondre comme ça, c'est compliqué. Voilà. Je donnerai 2 exemples si vous voulez là-dessus. Très bien. Merci Christelle. On va clôturer le webinaire. Merci aux participants. Merci à vous pour ces explications claires. Il sera disponible en replay d'ici quelques jours sur le site de la CPME et puis sur les sites de nos partenaires. Si vous avez des questions, de toute façon, on vous envoie les coordonnées de Christelle. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Notamment la semaine prochaine, on a un webinaire sur le crédit bail. Voilà, un autre sujet. Bon, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.